Merci beaucoup, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un module qu'on va qualifier de digestif avec trois orateurs qui sont le professeur Éric Maury, le docteur Nicolas Carbonel et le docteur Simon Boursier. Moi, je suis Afida Etoufela, je travaille à Paris et je co-anime cette session avec le professeur Gaël Piton qui travaille à Besançon. Donc, merci à tous d'être là. Je pense que vous nous entendez. Il y aura probablement un chat pour les questions. Donc, on a trois présentations qui feront au total avec les questions 45 minutes. C'est ça, Gaël? Ouais, c'est 30 minutes de topo, et puis enfin 30-35, et puis on se laisse 10 minutes, un quart d'heure de discussion. Il faut que ça, en gros, jusqu'à 45, puis du coup, si on compte, ça fait jusqu'à 16h30, puis 17h15, c'est à peu près ça. Ouais. C'est parfait. Donc, merci beaucoup. Merci au professeur Éric Maury qui travaille à Saint-Antoine de faire cette première présentation. Éric, la parole est à toi. Merci Afid. Écoutez, bonjour à tout le monde. On va donc parler de pancréatite aiguë grave aujourd'hui. Alors, on va commencer par les liens d'intérêt. J'en ai quelques-uns, mais sans rapport avec la présentation. Alors, quelques généralités pour essayer de poser la question. Vous voyez que c'est une pathologie qui est pas exceptionnelle, mais qui est pas rare non plus. Hein, il faut garder à l'esprit certains mécanismes. Il faudra toujours faire ou prévoir une BIRM, bon, sûrement pas en phase aiguë, mais pour mettre en évidence une cause obstructive quand on ne trouve pas la cause de la pancréatite immédiatement. Hein, je vous rappelle que les causes les plus fréquentes, c'est l'alcool et la lithiase. Bon, comment dire, il y a des causes qui sont beaucoup plus rares après, comme l'infection, les médicaments qu'on n'abordera pas. L'amylase et la lipase, elles sont diagnostiques, mais elles ne sont pas pronostiques. C'est pas parce qu'on a 16 000 de lipase qu'on va mourir, et c'est pas parce qu'on a 500 de lipase que c'est une pancréatite pas grave. Hein, le premier examen pour chercher la lithiase biliaire, c'est l'échographie. Le bilan standard qu'on doit faire dans le cas d'une pancréatite aiguë, le bilan étiologique, ça doit être comporter des enzymes hépatiques, des triglycérides et une calcémie. Bon, le score de Ranson, il est mort, mais je pense que vous n'avez pas entendu parler. Oubliez le score de Balthazar. Il y a des scores radiologiques maintenant qui sont tout aussi performants. Il y a deux choses que je vous dirais pour le diagnostic et puis la prise en charge. C'est que quand une pancréatite aiguë qui va mal, il faut faire un scanner pour chercher une infection, une coulée de nécrose ou une perforation. Et là, la présence d'air sur le scanner est très importante. Il y a un rôle de plus en plus grand de l'endoscopie interventionnelle, puis on verra que c'est une pathologie qui, bien qu'elle soit complexe, nécessite de rester clinique. Voilà, bon, bon, ça on va passer, on le verra par la suite. On va commencer par une petite histoire là pour essayer d'illustrer la question avec des points qui permettront de mettre en perspective tout ce qui est important dans la prise en charge de cette maladie. Bon, un patient de 38 ans qui travaille comme maçon, qui vient pour des douleurs abdominales. Il a une consommation alcoolique certaine, une consommation tabagique qui n'est pas nulle non plus. Il a déjà fait une pancréatite aiguë alcoolique dans son pays, il ne prend pas de médicaments au long cours. Il se présente aux urgences avec des douleurs, des crampes qui sont déclenchées par les repas, qui sont très prolongées, qui sont plus ou moins calmées par le paracétamol. Il a des nausées sans vomissement, pas de fièvre, pas de troubles du transit. Alors voilà, ces paramètres vitaux. Pas de marbrure, attend de coloration cutanée à 3 secondes, il respire doucement, il a 38,3, il a un abdomen sensible et il n'y a pas d'ictère ni d'acide. Les examens paracliniques sont les suivants. Bon, la calcémie est normale, les triglycérides sont normaux et les azates sont à 2 fois les alates normales. Hein. Je vous rappelle que quand on a une migration lithiasique, c'est généralement les alates qui sont plus augmentés que les azates. Bon, le patient a des gamma-GT élevés, mais il a une consommation alcoolique importante. Il n'y a pas d'insuffisance rénale. Et est-ce que là, je vous pose la question, est-ce que le diagnostic de pancréatite aiguë peut-il être posé sans arrière-pensée? Bon, alors comme on ne va pas faire de l'échange, on va aller vite à la réponse. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition de la pancréatite aiguë? La définition de la pancréatite aiguë, bon, ça c'est un consensus mondial, international, qui n'est pas tout à fait récent, mais qui n'a pas changé. Hein, il faut 2 des 3 critères suivants qui sont la douleur, l'augmentation de la lipase, hein, parce qu'en France, on ne fait plus l'amylase, et une imagerie, un scanner ou une échographie ou une IRM qui confirme le diagnostic. Donc là, on a la douleur, on a l'augmentation de la lipase, donc le diagnostic est suffisant.
Voilà, les recommandations françaises ne sont de doser que la lipase. Hein, l'amylase persiste dans les recommandations internationales, mais on n'a plus l'amylase dans les recommandations françaises. Voilà, on peut s'aider d'une échographie à la phase aiguë qui, bon, là, croyez-moi sur parole, vous montre un peu d'œdème du pancréas, mais l'échographie à la phase aiguë de la pancréatite, ça n'a pas grand intérêt. La seule chose, c'est de chercher des lithiases dans la vésicule, une dilatation de la voie biliaire et de l'acide. Hein, chercher l'œdème du pancréas, c'est assez subtil. Voilà, alors parfois l'échographie vous permettra de voir de nombreuses lithiases vésiculaires. Là, on en a plusieurs, donc là, c'est un argument étiologique qui est très fort. Alors, la deuxième question que je vous pose, c'est quelles sont les indications à réaliser un scanner de l'abdomen dès l'admission? Bon, on va donner la réponse tout de suite. Il faut savoir que la pancréatite aiguë, c'est une pathologie évolutive, donc il ne faut pas faire le scanner trop tôt. Il faut laisser la maladie un petit peu évoluer et il faudra la faire à chaque fois qu'il y aura une complication. Hein, c'est-à-dire qu'à la phase toute initiale, il faut faire un scanner quand on a un doute diagnostique, quand on se demande si c'est pas un ulcère perforé, quand le patient est compliqué, quand on a l'impression qu'il a une péritonite ou quand il est vraiment très très grave. Hormis toutes ces trois points que je viens de vous citer, il faut faire un scanner globalement au 4e jour, c'est-à-dire entre la 72e heure et la 96e heure. C'est là que vous verrez l'écoulée. Mais il faut savoir que l'écoulée de nécrose, c'est encore une fois une maladie évolutive, ça peut être plus précoce et ça peut aussi être plus tardif. Donc ne vous précipitez pas sur le scanner, sauf si le patient ne va pas bien. Attendez 2-3 jours pour le faire et faites-le dès qu'il se passe quelque chose. Alors, le patient vous inquiète-t-il? Dans quelle structure souhaitez-vous l'hospitaliser? En médecine, en gastroentérologie, en unité de surveillance continue ou bien en service de réanimation? Bon, je vous rappelle ces paramètres vitaux. Bon, le pouls est un peu accéléré, la 38,3. Bon, alors, médecine, non. Réanimation, c'est trop. L'unité de surveillance continue, là, je crois qu'on est vraiment dans le cœur de notre métier. C'est une pathologie évolutive avec un patient qui a risque de développer des défaillances, qui doit être un peu surveillé de façon étroite, avec un peu de biologie, un peu de surveillance de paramètres vitaux, donc c'est très bien. Voilà. Comment reconnaître une pancréatite aiguë grave? Bon, alors c'est la clinique et toujours la clinique. Alors bon, il y a des scores là que je vous ai cités pour vous faire peur un peu. Bon, Ranson, vous l'oubliez. Imrie et Glasgow, c'est des scores écossais, vous les oubliez. Le score de Balthazar, c'est la même chose. Les trucs qui restent aujourd'hui, c'est vous savez que la CRP, quand on a une CRP qui est à 250 dans les 48 heures d'évolution, c'est prédictif d'une forme compliquée, c'est-à-dire c'est prédictif du décès ou du recours à la réanimation pour la survenue de défaillance. Puis il y a un truc qui n'est pas très spécifique, mais qui est très sensible, c'est le CIRS. Hein, quand vous avez des signes de CIRS, eh ben, on sait que ce sont des marqueurs assez précis d'évolution de la pancréatite vers une forme grave qui nécessite d'admettre le patient et de le surveiller de façon un peu étroite pendant 48 heures. Alors, je vous rappelle que le CIRS, c'est ça, hein, c'est la température, la fréquence cardiaque supérieure à 90, l'augmentation de la fréquence respiratoire ou la PCO2 basse, et puis l'augmentation des blancs, au contraire, leur diminution ou la présence de formes matures circulantes. Et quand vous avez 2 ou 3 de ces critères, alors ça, c'est pas encore complètement tranché, mais vous voyez que vous avez une sensibilité, une spécificité qui sont assez bonnes pour prédire que ça va mal se passer. C'est-à-dire que quand vous avez 3 ou 2 ou 3 de ces signes sur 4, vous savez que il faut garder un œil sur la pancréatite. Bon, alors vous voyez que c'est des choses qui ne sont pas très, très sensibles et qui ne sont pas très, très excessives non plus. Donc, je vous dirais, gardez plutôt en tête que la pancréatite, c'est une maladie évolutive. Que vous avez un patient qui se présente avec ça, il ne faut pas le laisser sortir. Il faut le garder 2-3 jours pour regarder comment les choses s'orientent, plutôt que calculer des scores compliqués et dire « Ah, il a 89 de fréquence cardiaque, donc il n'a pas de CIRS ». Voilà, donc l'évolution de la pancréatite aiguë en fonction du CIRS. Quand il n'y a pas de CIRS, vous voyez que la survie est excellente. Quand il y a un CIRS qui est transitoire, c'est un peu moins bien. Et quand ça persiste, c'est ces malades-là qui vont faire les complications. Donc c'est assez simple, mais ça ne remplace pas la clinique. Alors des facteurs pronostiques très simples, hein, très très simples. Vous savez que dans la pancréatite, il va y avoir des coulées de nécrose, il va y avoir une brûlure de la graisse péritonéale,
va y avoir une séquestration liquidienne, il va y avoir une déshydratation du compartiment extracellulaire, du compartiment circulant, et on va courir après les signes de déshydratation. L'hématocrite, très simple, c'est un bon signe de pancréatite aiguë grave qui n'est pas bien réanimé. Si c'est normal, vous n'avez sûrement pas à faire une pancréatite aiguë sévère. C'est la même chose pour la fonction rénale qu'on peut apprécier sur la créatinine ou sur l'urée. Si la créate est normale, on vous dit là clairement qu'il n'y a pas de pancréatite nécrotique. Et l'urée, quand elle augmente, c'est un peu la même chose. Donc, on cherche des signes de déshydratation extracellulaire. Et l'hématocrite, c'est très simple. Si votre malade se promène toujours à 55 d'hématocrite, a priori, c'est que vous avez du retard sur la réhydratation. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, je ne vais pas vous embêter avec ça. Alors, quelles mesures de réanimation, de prise en charge de ce patient? Alors on reprend cette diapo, on reprend un peu ce que je vous ai dit. Il y a de l'autodigestion, de la brûlure, de l'œdème. Il va donc avoir une séquestration splanchnique, on va avoir une hypoperfusion. Et cette hypoperfusion peut générer des défaillances d'organes. Donc, il faut surtout éviter que les patients soient trop hypoperfusés, trop hypovolémiques. Alors, ça commence par du support hémodynamique, de l'expansion volémique. On va regarder que les modalités sont assez simples. Et puis, du support respiratoire s'il y a besoin. Du traitement d'infection, on le verra plus tard. Alors, que faire? C'est très simple. Il y a des essais randomisés dont la finalité m'échappe un peu, qui laissent penser que le Ringer lactate, c'est plutôt mieux que le sérum salé. Il faut avoir des choses simples. Une PAM dans la norme, surtout une diurèse qui est un paramètre intégratif qui est beaucoup plus astucieux, qui montre que le patient est suffisamment hydraté, et garder toujours en tête qu'il faut avoir un hématocrite normal. Limiter l'hypoperfusion tissulaire, je vous dirais que il y a un autre truc sur lequel il ne faut pas se faire avoir non plus, c'est que si vous remplissez le malade de façon majeure, vous y courez après, il faut peut-être penser à utiliser autre chose que du Ringer, donc peut-être utiliser de l'albumine. Nous, on a fait parfois un peu à Saint-Antoine, ça donne des résultats assez spectaculaires. Et puis quand on a rempli beaucoup le malade, qu'on n'y arrive pas, n'hésitez pas à avoir recours à la noradrénaline. Donc c'est des choses qu'il faut garder en tête. Il ne faut pas remplir le malade comme une outre. Faut se dire qu'il faut peut-être essayer d'associer les deux stratégies. Cette diapo pour vous montrer qu'il y a des travaux qui ont été faits, que c'est sans doute en faveur du Ringer lactate plutôt qu'en faveur du sérum salé, mais c'est des choses qui sont assez ténues sur lesquelles il faut pas insister. Voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà, alors le problème quand on perfuse trop un malade, quand on le remplit trop, le malade va gonfler, il va faire un troisième secteur, et puis vous savez qu'il y a un risque de syndrome du compartiment abdominal, avec un patient qui va gonfler, une pression intra-abdominale appréciée par la pression vésicale qui va augmenter. Et parfois, on va se retrouver avec des tableaux comme ça, avec des gens qui vont exploser parce qu'ils sont gonflés. Il y a une pression intravésicale, il faut leur faire des laparotomies pour mettre les viscères à l'abri. Donc, le remplissage, c'est bien, mais dites-vous que si vous remplissez comme un forcené et que ça ne suffit pas, faut peut-être penser d'abord à cette complication et ensuite avoir recours à de l'albumine et puis à la noradrénaline si vous n'y arrivez pas. Voilà, alors le syndrome du compartiment abdominal, c'est quelque chose qui se voit dans les pancréatites qui ont été trop réhydratées. On va pas insister sur la question. Ça arrive sur les gens qui ont reçu trop de remplissage. Alors, notre patient évolue calmement. On lui fait un scanner au 4e jour. Et puis là, vous voyez que c'est un scanner qui doit être fait avec injection, parce qu'on va chercher deux choses. On va chercher la nécrose de la glande. Le pancréas est ici. Comment on voit la nécrose? On injecte, et puis ça doit devenir blanc. Si ça devient blanc, c'est que c'est perfusé. Ça, c'est cette zone de pancréas qui est perfusée. Et il y a toute la majeure partie du pancréas, là, la tête et la partie corporelle, qui ne prennent pas le contraste, donc c'est de la nécrose. Donc il y a une nécrose du pancréas, ça c'est le premier point. Et puis on va aussi chercher des coulées de nécrose qui vont être extra-pancréatites. Alors, vous voyez, donc là, on a une nécrose pancréatique. Si on avait attendu un jour de plus, on aurait peut-être plus de nécrose. Donc, gardez toujours en tête que c'est une maladie évolutive. Donc, ce n'est pas un temps donné qu'on va pouvoir faire le staging de la maladie dans toute son intégralité. Alors, comment on va renourrir ce patient? Alors, c'est très simple. Encore là, il faut être clinique. Vous savez que c'est les douleurs l'alimentation qui déclenche les douleurs. Dès que les douleurs diminuent,
et qu'on a l'impression que les marqueurs inflammatoires s'améliorent, et ben, vous alimentez le patient, alors par la bouche, de la nutrition entérale. Si la pancréatite est peu sévère, on peut l'alimenter par la bouche, il n'y a aucun problème. Si, quand vous lui reprenez une alimentation par la bouche, les douleurs reprennent, ben là, il faut se dire qu'il faut peut-être avoir recours à une alimentation parentérale, si l'entérale est impossible, ou si un syndrome du compartiment abdominal. L'évolution chez ce patient, elle va se faire simplement, il n'y a pas de défaillance d'organes, il a moins mal, on a pu l'alimenter, les signes de cire sont disparus assez rapidement, il s'est alimenté, tout va bien, bon, on l'a mis en salle, puis comme il va bien à J7, on décide de le faire sortir. Mais ce que je vous ai dit, que c'est une maladie évolutive, et il revient 11 jours plus tard avec la reprise des douleurs. Alors, il nous jure, ses grands dieux, qu'il n'a pas pris d'alcool, il a 38,5, il frissonne, il a vomi. Et puis là, il est un peu plus inquiétant quand il est arrivé, il respire vite. La fréquence cardiaque est augmentée, la pression artérielle est un peu basse. Alors là, quand on l'examine, l'abdomen est sensible. Bon, il n'y a pas de taches vertes, il n'y a pas de contracture. Par contre, il y a 30 000 blancs et puis il y a une créatinémique à 150. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, des choses simples, hein. Le patient a l'air d'être hypovolémique, donc expansion volémique simple, et puis ça va suffire à restaurer une pression artérielle et puis une durée suffisante. Le patient a vomi, donc on va lui mettre une sonde nasogastrique, on va faire des prélèvements tout simples, hein, hémoculture BU, une PCT là, qui est un peu élevée. Puis je vous dis, il y a pancréatite aiguë qui va mal, ben, c'est l'imagerie, c'est le scanner. Donc là, on va passer le patient au scanner, puis vous voyez que là, le paysage a changé, hein. Tout à l'heure, enfin sur le scanner de J4, on voyait un beau pancréas, il n'y avait pas de coulée. Là, vous voyez que ça, c'est quand même bien dégradé. Il y a des coulées un petit peu partout. Là, c'est un scanner sans injection. On voit la sonde gastrique qu'on lui a posée. Vous voyez, il y a de la nécrose qui est ici. Donc, la maladie a évolué alors qu'on était à distance de sa phase initiale. Je vous rappelle le scanner initial qui était tout beau, puis maintenant, vous voyez qu'on voit des coulées qui sont apparues. Voilà, donc on descend un petit peu sur le scanner, puis là, on voit qu'il y a la présence d'air dans la coulée. Bon, la présence d'air dans la coulée, ça, c'est hautement évocateur d'une complication, soit une perforation si c'est au contact d'un organe creux, soit si c'est au sein de la nécrose, comme ça, ben, c'est très évocateur d'une infection. Alors voilà, il y a de l'air, vous voyez, donc il n'y a pas de problème. Donc quand on a de l'air, bah, c'est très très évocateur de la nécrose, hein. Ça veut dire que les coulées sont très probablement infectées. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Mettre des antibiotiques? Oui, peut-être. On va le drainer? Oui, peut-être. On va faire la chirurgie? Oui, peut-être. Bon, alors on va d'abord essayer de documenter l'infection et puis bah, drainer la collection. On va préciser ça par la suite. Alors, les indications du drainage percutané endoscopique radiologique ou chirurgical, bon, c'est la détérioration du clinique du patient avec une forte suspicion d'infection de la nécrose. C'est une défaillance d'organes avec ou sans signe d'infection. Alors, pas de ponction diagnostique à l'aiguille fine, hein. Quand on fait, on met un drain, mais on ne met pas une ponction à l'aiguille fine. Alors, il y a un point qui est vraiment important, c'est qu'il faut savoir que la nécrose, elle met à peu près 4 semaines à s'organiser. Et qu'avant 4 semaines, généralement, vous ne pourrez pas vider les images que vous verrez. Vous pourrez les faire mettre un peu de drain et récupérer un petit peu de liquide, mais ça ne se nettoiera pas parce que ça ne sera pas organisé avant 4 semaines. Alors, avant 4 semaines, généralement, c'est difficile d'être complètement thérapeutique sur le drainage. Alors, on va faire à notre patient une écho-endoscopie parce qu'il a une collection qui est située au contact du foie. Et l'écho-endoscopie va nous permettre de voir qu'il y a un pancréas qui est très hétérogène, si on l'avait deviné, puis qu'il y a une grosse collection derrière le foie, là, à paroi qui est hétérogène, à paroi épaisse. On va la ponctionner avec une aiguille, puis on va mettre une sonde, hein, on va mettre une sonde de drainage. On va dilater le trou et puis on va mettre 2 prothèses. Alors là, on commence par des prothèses en queue de cochon. Alors les écho-endoscopistes ont beaucoup de matériel pour faire ça et ça va permettre à la collection de s'écouler dans l'estomac. Alors, on fait une aspiration, il y a du pus, il y a de nombreux BGN, quelques coques à grammes positifs. Alors, que faites-vous? Bon, c'est pas la question. Ce patient, on a commencé avec de la tazocilline. Et puis, le pus a poussé Enterocoque fecalis à coli. Et on avait une bactériémie à coli, au même coli. Et comme le profil de résistance des 2 pathogènes était satisfaisant, on a pu faire le relais par augmentin, parce que c'était une pénicillinase de bas niveau.
Alors, le patient, est-ce qu'il aurait fallu lui administrer une antibioprophylaxie? Alors là, les recommandations internationales sont assez claires. La prophylaxie antibiotique intraveineuse n'est pas recommandée. Ils ont mis intraveineuse pour faire peut-être une petite place pour la décontamination, mais ce ne sera pas le but du topo. Voilà, donc là, on vous dit clairement non, grade 1B, fort agrément. Et puis, dans les recommandations françaises, c'est pareil, on vous dit l'antibioprophylaxie, sûrement pas. Alors, quand on regarde un petit peu, voilà, ça c'est le texte français, la réponse à cette question est clairement non. Les membres du jury se sont appuyés sur une méta-analyse récente recoupant 14 essais randomisés. Alors, quand on vous dit ça, vous pouvez soit regarder ce qui a marqué là, soit regarder ce qu'on vous référence. Puis, bah, j'ai été regarder. Puis, quand on regarde cette méta-analyse, hein, vous voyez qu'il y a quelques études, effectivement. Là, vous voyez que c'est on est en faveur du contrôle sur la droite, qu'on est en faveur du traitement antibiotique sur la gauche, et que vous voyez finalement que ça passe 1, donc on va dire que ce n'est pas significatif, mais si on a vu quelques malades de plus, on peut se demander si ça n'aurait pas été significatif. Donc, vous voyez, c'est non, mais il faut bien savoir, bon, c'est une méta-analyse, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut, mais ce n'est pas aussi tranché que ça. La réponse, statistiquement, elle est négative puisque l'intervalle de confiance traverse 1. Vous voyez que c'est plus en faveur des antibiotiques que pas d'antibiotiques. Bon, voilà, donc on retient pas d'antibiotiques, mais c'est des choses qui peuvent être amenées à évoluer. Voilà, là, c'est la même chose pour l'infection de nécrose. La diapo précédente, c'était la mortalité, mais vous voyez que là, c'est pareil. On atteint 1, donc on va dire que ce n'est pas en faveur, mais quand on donne des antibiotiques, on a l'impression que c'est quand même un peu plus efficace. Mais ce n'est pas statistiquement significatif. Alors, voilà, alors là, il y a eu des, comment dire, des essais de probiotiques. Bon, puis là, quand on fait des probiotiques, là, vous voyez, ça règle la question parce que là, c'est beaucoup plus tranché. Il y a plus de mortalité quand on donne des probiotiques. Donc, on oublie les antibiotiques et on oublie les probiotiques dans la pancréatite aiguë. Alors, on a drainé notre bonhomme. On lui a mis 2 queues de cochon, vous voyez, dans la collection qu'il y a derrière l'estomac. Donc, ça a permis de drainer des choses. Le patient s'est amélioré. Donc, on est content. On voit que là, il y a de l'air dans cette collection, mais comme on a drainé les collections qui est de l'air, c'est peut-être pas surprenant. Et puis, on voit qu'il y a une collection qui est apparue ici, là, vous voyez. Celle-là est un peu loin de l'estomac. Celle-là, si elle s'infecte, il faudra la surveiller, mais elle sera difficile à drainer. Alors, le patient va bien. Est-ce que vous envisagez autre chose en plus des 21 jours d'antibiotiques? La question est non. Si ça va bien, on ne va rien faire de plus. On va juste attendre que le patient arrive à 4 semaines. Et je vous ai dit, à 4 semaines, la nécrose est organisée. Et quand la nécrose est organisée, là, en plus du drainage, on peut envisager une nécrosectomie. Alors, vous voyez, le but du jeu, ça va être de retourner dans la place de la nécrose. Et puis là, alors, ils vont faire plein de choses. Ils vont mettre des drains plus gros et on va essayer d'enlever à la pince des morceaux de nécrose comme ça. Alors ça se fait par endoscopie maintenant. Il faut savoir qu'avant, ça se faisait par chirurgie. Et des patients sortaient, ils étaient multibalafrés de l'abdomen parce que ça collait, ça faisait de l'étoupe, ça saignait, c'était terrible. Maintenant, avec l'écho-endoscopie, c'est quelque chose qui se fait par du lavage, la fragmentation. On enlève ça à la pince, c'est extrêmement séduisant. Alors là, j'ai quelque chose à vous montrer qui bouge peut-être. Voilà. Voilà, donc on rentre dans l'estomac. Hop, on rentre dans l'estomac. Hop, on arrive, vous voyez, on a mis une prothèse là dans la paroi gastrique postérieure. Là, puis quand on rentre là-dedans, on va rentrer dans la collection. Et puis, on voit la nécrose. Vous voyez, c'est tout crado là derrière. Bon, on va enlever ces trucs-là à la pince. Au début, on a mis un drain dedans pour le faire sortir. Puis, on attend 4 semaines. Puis après, on y va. Puis, on attrape les morceaux. Donc, c'est assez simple. Vous voyez, on a une pince. Et puis, pof, on va attraper les morceaux. On va tirer. Alors, quand ça ne vient pas, on ne tire pas trop fort parce que ça va saigner. Mais vous voyez, c'est assez simple et c'est assez séduisant. Voilà, alors la pancréatite aiguë, la nécrosectomie, avant c'était ça. Vous voyez, le pauvre malade, il avait 24, c'était horrible. Maintenant, vous avez des patients qui sortent de réanimation pour une pancréatite aiguë, qui n'ont pas une cicatrice sur l'abdomen, qui ont tout eu par écho-endoscopie. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Voilà, alors si ça ne suffit pas, il faut faire ce qu'on faisait avant. Alors, vous voyez, avant, voilà, on faisait ça, on mettait des drains spiralés, enfin c'était abominable. Les gens avaient des nécrosectomies, ils avaient des trous partout. Bon, ça date d'il y a longtemps, hein. C'était en 84, mais c'est ce qu'on faisait à Saint-Antoine à l'époque. Maintenant, en écho-endoscopie, les patients sont traités, c'est vraiment révolutionnaire.
Bon, alors quand on n'y arrive pas, quand on n'arrive pas à drainer les collections par écho-endoscopie, parce que vous l'avez compris, il faut que la collection colle au tube pour pouvoir y accéder. Si c'est loin, on peut faire des ponctions de radiologie ou bien faire de la chirurgie comme ça sur le côté. Là, c'est l'accès manuel sur une collection rétropéritonéale. Alors voilà, on peut faire des abords chirurgicaux mini-invasifs. Hein, vous voyez, on ne va pas faire une grande laparotomie, mais quand on a la collection qui est là, on va faire juste une petite incision là, on va y aller à la pince, on va essayer de sortir tout ça. Donc on essaie d'être le moins invasif possible. Voilà, alors des drainages scanographiques, le message, user et abuser du scanner. Hein, c'est le meilleur examen pour voir les collections, pour voir comment elles évoluent, comment elles sont situées, comment il faut les aborder. Voilà, donc une étude hollandaise là, qui sont très actifs sur les pancréatites aiguës, là, qui comparait le traitement de la nécrosectomie soit par nécrosectomie ouverte chirurgicale, soit par une approche avec un staging, un setup, une approche non invasive. Bon, le critère composite, c'était le décès ou bien les complications majeures. Bon, c'est en faveur de l'approche mini-invasive, on est moins délétère. Quand on essaie d'éplucher les critères, on s'aperçoit que vous voyez, en termes de mortalité, il n'y a pas tellement de différence. Par contre, il y a moins de défaillances d'organes, il y a moins de saignements, il y a moins de nouvelles défaillances, donc on est moins agressif pour le patient, hein, même si en termes de mortalité, ça ne sort pas. Alors, on va utiliser des boutons de manchette comme ça, hein, qu'on va mettre dans la paroi, qui vont permettre, de laisser une communication entre la collection et l'estomac, puis deux, d'intervenir pour faire la nécrosectomie. Alors, c'est assez génial parce qu'on n'ouvre pas le patient, on ne fait pas de laparotomie. On va faire la nécrosectomie, généralement, je vous dis, après 4 semaines. Il y a moins de fistules, il y a moins de déconnexion pancréatique, il y a une durée de séjour qui est plus courte, donc c'est vraiment une révolution et c'est vraiment un plus pour le patient. Voilà la même chose. Bon, endoscopie ou setup chirurgical, ça va être en faveur de la chirurgie, en faveur de l'endoscopie. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Toujours la même chose. Hein. Vous voyez, là, il n'y a pas tellement de différence pour la complication majeure ou pour le décès. Par contre, quand on fait une approche endoscopique, on a moins de défaillance d'organes, on a moins de pancréatite, de fistules pancréatiques. Alors, sur la mortalité, ça ne sort pas, mais sur des petites choses, c'est quand même très favorable et puis vous n'abîmez pas le patient, quoi. Donc ça, je crois que c'est des choses qu'il faut vraiment avoir en tête. Bon, notre patient continue, il a eu sa nécrosectomie, on est à J4 post-nécrosectomie. Voilà, bon, il y a cette collection-là qui est là, mais le patient va bien, le patient n'a pas de fièvre, le patient n'est pas choqué, donc on fait rien. On fait rien. Vous voyez une collection qui est là, mais il y a un peu d'air dedans, mais c'est la collection qu'on a ouverte, le patient va bien, on ne s'énerve pas. Que faites-vous? Rien. Si le patient est stable, on ne touche à rien. Il faut être très clinique dans la prise en charge de ce patient. Bon, après 8 jours de la nécrosectomie, il se remet à avoir de la fièvre, à frissonner, douleur abdominale, 28 000 blancs. Que faites-vous? Bon, je vous le donne en mille. On lui fait un scanner. Et sur le scanner, on va s'apercevoir quoi? Qu'il y a des bulles d'air qui sont apparues dans cette collection paralombaire là, qu'on avait remarqué, mais il n'y avait pas de bulles d'air avant. Donc là, il y a des bulles d'air qui apparaissent dans quelque chose qui n'est pas en contact avec le système de drainage. Donc, c'est sans doute infecté. Bon, on va essayer de le drainer, de ponctionner. Alors, on n'arrivera pas à le faire là par écho-endo, donc on va aller voir nos copains radiologues qui vont nous mettre un drain en translombaire comme ça, qui va permettre de récolter du liquide. Alors, 40 ml de liquide fétide, on laisse un drain, on ne fait pas juste une ponction, on laisse un drain. Bon, le patient va frissonner, on remet de la taso, et puis là, on va trouver du colis, des levures et de l'anaérobie. Donc, le patient va gagner du flagile, de la caspofongine, et puis on pourra le rayer rapidement par Cefotax et fluconazole. L'évolution va être favorable, il va plus faire d'épisodes infectieux, il va reprise d'une alimentation, il va sortir de l'hôpital après avoir perdu 25 kilos, mais il sort sans aucune cicatrice abdominale. Donc, voilà. Immediate versus postponed intervention of infected necrotizing pancreatitis. Il y en a qui se sont demandé s'il ne fallait pas opérer les pancréatites, enfin enlever la nécrose avant les 4 semaines, et on s'aperçoit que quand on le fait trop tôt, ça colle et ça ne marche pas bien. Donc, il vaut mieux laisser les choses mûrir et y aller quand elles sont bien décollées plutôt qu'aller trop tôt et faire des bêtises. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça.
Voilà, donc la question, c'est la pancréatite aiguë, question ou pas question. Donc, pour les choses qu'il faut terminer, le scanner part pas trop vite, vous cherchez la nécrose des collections, attendez 4 semaines pour faire la nécrosectomie, puis quand vous avez le patient qui fait une défaillance, qui ne va pas bien, faites un scanner, cherchez les collections, les nouvelles collections. S'il y a des arguments en faveur d'une infection, on y va soit par écho-endo, soit par radiologie ou par chirurgie. Et moyennant tout ça, on arrive généralement à traiter les patients assez correctement. Je vous remercie. Il reste un petit peu de temps pour que je puisse répondre à vos questions si vous en avez à poser. Merci beaucoup, Eric, c'était très clair. Donc, j'ouvre. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y a un chat pour ça. Peut-être, Gaël, si tu veux commencer. Ah, il y a une question du chat qui dit: durée d'antibiothérapie est-elle bien de 21 jours? Oui, les durées d'antibiothérapie, elles sont plutôt en train de diminuer, de réduire. Hein. Je crois que les collections pancréatites, on était à 21 jours, on est plutôt à 14 jours maintenant. Bon, je crois que c'est pas écrit dans le marbre, on va aller vers des diminutions de traitement à partir du moment où la collection est bien drainée. Si le patient a fait une bactériémie, une bactériémie à B- aujourd'hui, c'est 7 jours de drainage. Donc, je pense que c'est des choses qui sont pas dans le marbre et puis on pourra sans doute faire plus court. J'avais une question pour toi, Eric. Merci beaucoup pour ton topo qui est super clair. Sur finalement, imaginons que le patient a une pancréatite. Tu m'entends bien? Ouais. Attends, il y a un peu de bruit là, j'entends pas. Attends, vas-y. Ouais. Ouais. Vas-y, Greg. Imaginons que c'est une pancréatite aiguë CTSI 10, enfin, connue comme étant nécrosante et qu'il y a des bulles de gaz qui apparaissent avec un patient qui se déstabilise. Qu'est-ce que tu mettrais si on n'a pas encore de bactériaux, qu'est-ce que tu mettrais en première intention? Et est-ce qu'il faut envisager de couvrir le fongique ou pas? Immédiatement, tout de suite, je te dirais peut-être non. Tout de suite, si le patient est communautaire, hein, on va peut-être pas taper avec des choses très très compliquées tout de suite. Je pense on peut attaquer avec de la tazocilline dans l'immédiat. On utilisera des choses plus compliquées. On essaiera de prévenir les bêtes plus larges avec, je sais pas, du carbapénem ou des choses plus compliquées pour la deuxième complication, mais sans doute pas pour la première. Ok. Ensuite, il y a 2 questions du chat, Eric. Il y a une question de Quentin Lajoie qui m'a l'air très motivé. Et il a raison, donc il pose 2 questions. La première, il pose une question un peu trop précise. Il dit: hors CIRS, faut-il remplir avec les critères suivants? Il y a des critères très agressifs avec 10 millilitres/heure. Donc si tu fais 60 kg, c'est 600 millilitres/heure de ringère de H0 à H24, c'est-à-dire que le malade explose, afin d'obtenir hématocrite moins de 44%, diurèse plus de 0,5 et PAM 65. Alors ça, c'est effectivement des trucs qui ont été publiés. Gardez un peu de bon sens. Hein. Il faut que le malade soit pas choqué, il faut que le malade ait une diurèse. Bon, s'il fait une insuffisance rénale et qu'on n'y arrive pas, ne le faites pas exploser par pitié. Si vous remplissez trop le malade, si vous commencez à lui mettre 5-6 litres par jour, vous allez vous exposer au risque de syndrome du compartiment abdominal. Donc ça, je crois qu'il faut rester raisonnable. Hein. Si on donne, je sais pas, on peut donner 3 litres, 4 litres aux patients, mais pas avoir des trucs fantasmagoriques comme ça, on va aller vers le syndrome du compartiment abdominal. Et je vous dis, quand vous n'y arrivez pas avec des doses de remplissage normales, il ne faut pas hésiter à avoir recours aux vasoconstricteurs. Hein, j'ai reviewé il n'y a pas longtemps un papier là-dessus. C'était les gens remplissaient avec les chiffres que vous donnez. Là, je trouve que c'est n'importe quoi. C'est comme ça qu'on arrive à ces patients. Alors, la diurèse, c'est sûr que parfois le patient va développer une nécrose tubulaire et puis il aura plus de diurèse. Donc, essayez de regarder sur l'hématocrit ce que ça donne. Ça, c'est un bon signe. Hein. Si l'hématocrit reste à 60, c'est que vous avez du retard dans le compartiment extracirculaire, dans le compartiment circulant. Là, faut remplir le patient. Mais s'il fuit, vous allez avoir le risque de syndrome du compartiment abdominal. Donc, si le patient pisse bien, si tout va bien, on ne s'énerve pas. S'il commence à ne plus pisser, on essaie de regarder l'hématocrit et puis gardez toujours en tête que si vous y allez avec des chiffres là, qui me semblent astronomiques et complètement déplacés, vous allez vous exposer au risque de compartiment abdominal.
Très bien, merci Eric. Et deux autres questions, je trouve intéressantes. Donc Quentin parle du monitoring de la pression intravésicale, donc ton avis sur le sujet. Bah, faut rester simple, hein, faut rester clinique. Et puis c'est vrai que quand ça commence à monter un petit peu, bah, faut se poser la question, refaire le scanner, regarder ce qui se passe. Puis dans les choses où ça augmente vraiment, je vous dis, il y a des gens qui font des laparos comme ça pour regarder hein, comment ça se passe et puis mettre les onces intestinales à l'abri. Ouais, donc Euh, ce que racontent un peu les gens qui connaissent là, notamment Gaëtan Plantefebvre sur ça, c'est que les messages, c'est que l'examen clinique sur l'examen de la paroi abdominale ne permet pas de préjuger de quelle est la pression intravésicale. Ça, je D'accord? suis d'accord. Comme on dit ça, les jeunes, ça veut dire que globalement, est-ce qu'il faut surveiller la pression intravésicale? Vous pouvez le faire. Et le deuxième élément important, c'est que vous n'avez pas de syndrome du compartiment abdominal sans défaillance d'organes. Ça, c'est le message le plus Mm. fort, qui va s'exprimer de trois manières. Bien sûr, l'insuffisance circulatoire, le besoin de vasopresseurs. Deuxièmement, l'insuffisance rénale aiguë. Et troisièmement, le SDRA. D'accord? Donc, on ne décidera d'aucune intervention vraie, lourde, sur la seule fois de la pression intravésicale. Et encore une fois, il faut qu'il y ait des défaillances d'organes. Et celle qui parle le plus, hein, selon Gaëtan Plantefebvre et ceux qui connaissent ça, c'est quand les malades développent une insuffisance rénale aiguë. Là, vous savez que vous avez peut-être des soucis. Peut-être Bon, tu veux rajouter. c'est quand même des choses assez exceptionnelles. Hein. Des pancréatites aiguës, on en voit quelques-unes. J'ai jamais fait ouvrir un malade parce qu'on l'avait trop rempli. Mais nous, on est assez, assez sensibilisés à ça, je crois. Mais c'est vrai que si vous partez avec 10 litres de remplissage, je pense qu'on peut faire, on peut faire des bêtises assez rapidement. Eric, il y a Claire qui demande à partir de quand on commence à introduire l'albumine. Ta-da-da. C'est une bonne question, je sais pas. Non, mais j'ai eu le cas plusieurs fois, un patient qui était, on voyait qu'on courait après avec l'hématocrite, on n'y arrivait pas. 1 litre, 2 litres, 3 litres, bah, je lui ai mis 2 flacons d'albumine à 20% et puis les choses sont corrigées. Alors bon, ça n'a pas valeur d'essai randomisé, ça n'a pas valeur de recommandation, mais il y a des effets de l'albumine qui ne sont pas tous compris, mais c'est un produit d'expansion volémique qui est quand même qu'il faut savoir utiliser. Mais la Une, recommandation, c'est une recommandation d'expert là, de niveau très très bas. Hein. une question importante, je pense, que tu as déjà abordée, mais ressoulignée, c'est si tu as une pancréatite aiguë lithiasique, hors angiocolite, est-ce qu'il faut faire une CPRE rapidement? Alors, comme tu le dis bien, et c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, hein, l'angiocolite, c'est l'indication à déboucher les voies biliaires rapidement. Sortie de ça, même si vous avez une lithiase, même si elle est enclavée, s'il n'y a pas de signe d'angiocolite, on ne va pas y toucher. Hein, on sait qu'à la phase aiguë comme ça, on risque de faire des bêtises, on risque d'aggraver le patient, on risque d'aggraver la pancréatite. Donc, sortie de l'angiocolite, c'est-à-dire un patient qui a la bilirubine élevée, qui a une vraie cholestase, qui est septique, qui a des hémocultures qui poussent, là, on va le faire. S'il n'y a pas ça, on va être très prudent et la lithiase, on l'enlèvera quand les choses seront un peu calmées. C'est-à-dire qu'on le fait dans la même hospitalisation, mais on peut le faire au bout de 3 semaines, 1 mois, quoi, quand les choses se sont calmées. La seule indication, comme l'a dit Afid, c'est l'angiocolite. Sortie de ça, il n'y a pas d'indication à faire une CPRE, parce que la CPRE dans la pancréatite, ce n'est pas un acte anodin. Donc, il faut vraiment le faire s'il y a un risque pour le patient. Le risque pour le patient, c'est de laisser un sepsis évoluer, une infection grave. Donc, s'il n'y a pas d'angiocolite, on n'y touche pas. Ouais, les endoscopies sont terrorisés, hein, par la pancréatite aiguë. Gardez à l'esprit, hein, Eric l'a bien dit, que c'est un examen très invasif. Ça peut faire saigner la rage, vous pouvez faire des perforations digestives et vraiment, ça peut faire aussi et aggraver énormément la pancréatite aiguë. Donc en théorie, comme il l'a très bien dit, en dehors d'un sepsis non contrôlé, chez un patient qui a une pancréatite aiguë, on ne va pas trifouiller la voie biliaire ou le carrefour entre le virsung et la voie biliaire principale sans vraiment avoir une raison extrêmement claire parce que c'est très dangereux. La CPRE, là, pour rebondir sur ce que dit Afid, c'est une étiologie de la pancréatite aiguë. Parfois, on fait des CPRE pour des lithiases. Ben, ça se complique de pancréatite aiguë. Et puis, quand vous allez faites une CPRE à un patient qui a une pancréatite avec des choses qui sont très inflammatoires, vous risquez de perforer la voie biliaire, de faire des catastrophes, de perforer le duodénum. Donc, vraiment, on y va qu'aussi le jour où on voit la chandelle. Donc, c'est angiocolite, OK, autrement, on n'y touche pas. Très bien, merci beaucoup Eric, c'est très clair. Peut-être Gaël peut conclure et introduire le prochain orateur. Ouais, eh ben, entendu. Ben, merci beaucoup, Eric, pour ton topo. Ben, Et merci à vous. Merci ben, bien. super, merci. À Bon bientôt. courage. Au revoir. Merci. Au Merci. revoir.
Et donc, nous allons poursuivre avec un topo du docteur Simon Boursier, qui a une grande expertise sur la thématique de l'ischémie mésentérique. Et donc, Simon, tu as 30-35 minutes de topo et puis une dizaine de minutes de questions. Voilà, je vous informe que ce sera. Moi, je vais devoir bientôt cesser la visio, donc Afid continuera les débats. Voilà. Merci beaucoup, Simon. Merci Gaël, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que vous voyez mon écran, hein? Non, toujours pas. Pas pour l'instant. Alors, Simon, tu as l'autorisation de partager, ouais. c'est bon? Ouais, on voit ton écran là, c'est bon. Excellent. Tu peux le mettre en plein écran. Oui, parfait. Ok, ça passe. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Simon Boursier, je travaille en réanimation à Melun. On va parler ischémie mésentérique, c'est une pathologie qu'on aborde peu au cours du deuxième cycle des études médicales. Et vous allez la rencontrer fréquemment au cours de votre exercice en réanimation. La réputation est funeste, hein, le pronostic est souvent réputé euh, catastrophique. On va essayer de nuancer cette notion et d'affiner en fonction des situations et je vais vous donner quelques messages importants. Voici le plan, je vais rappeler la définition, quelques données physiopathologiques et puis on parlera dans un premier temps de l'ischémie mésentérique occlusive par occlusion des gros vaisseaux, qui est un premier mécanisme. Et puis on parlera ensuite de l'ischémie mésentérique acquise en réanimation qui correspond le plus souvent à un mécanisme non occlusif. Alors, l'ischémie mésentérique, on l'a définie comme une insuffisance circulatoire qui aboutit à une inadéquation entre l'apport et la demande métabolique du système digestif, comme les autres ischémies tissulaires, faire le parallèle avec l'ischémie myocardique ou cérébrale. Et vous voyez dans ce petit tableau le cadre nosologique, il sépare les causes en fonction du mécanisme occlusif ou non occlusif. Les mécanismes occlusif, c'est l'occlusion d'un gros vaisseau, donc l'embolie ou la thrombose artérielle, la thrombose veineuse, et puis, le mécanisme non occlusif. Donc en fait, dans tous les cas, la mortalité est très élevée, peut-être plus élevée pour l'ischémie non occlusive. Et le premier message, c'est que le contexte est très différent. Vous voyez, le contexte de l'ischémie mésentérique occlusive, c'est un patient qui se présente avec un syndrome abdominal aigu, par exemple aux urgences. Il entre avec un motif d'admission qui est en fait un diagnostic d'admission qui est l'ischémie mésentérique et le diagnostic est plutôt facilement évoqué. Alors que dans le cadre de l'ischémie non occlusive, c'est plutôt une complication du patient de réanimation et qui fait suite en fait à un premier épisode d'hypoperfusion du tube digestif. Donc, vous voyez les causes, état de choc, clampage aortique, hypovolémie, des cas rapportés également au cours des dialyses chroniques sur des déplétions trop intenses, des cas rapportés sur des prises de toxiques comme la cocaïne. Donc voilà, premier message, le mécanisme est très important et est lié au contexte, hein. Je ne fais pas de rappel sur les fonctions de l'intestin, fonctions d'absorption, de barrières physiques, immunes contre le contenu de la lumière intestinale. Pas de rappel non plus sur l'anatomie de la perfusion du tube digestif, mais quelques rappels rapides sur la perfusion de l'intestin. En fait, hein, le débit splanchnique, c'est 20% du débit cardiaque à jeun et 35% du débit cardiaque lors de la digestion. Donc, il y a une capacité de l'intestin à adapter son débit splanchnique. Et le débit splanchnique, en fait, 70% du débit splanchnique est dirigé vers la muqueuse et la sous-muqueuse. Et ce système de régulation, il est permis en fait par des facteurs hémodynamiques, facteurs métaboliques et puis des facteurs neuro-humoraux. Tout ça est assez complexe.
C'est permis également grâce à des spécificités de la microcirculation de la muqueuse. Ici, vous voyez l'architecture de la perfusion d'un villi, donc avec une artériole centrale dirigée vers le sommet du villi et puis un retour veineux à partir de vénules périphériques. Et puis entre l'artériole et la vénule, vous avez un système de capillaires arrangés en parallèle et qui permet de shunter en fait le sommet du villi en fonction de la demande métabolique et la demande des entérocytes. Mais en situation d'ischémie, en fait, on pense qu'il y a potentiellement une aggravation de ce shunt entre l'artériole et la vénule au prix d'un sacrifice du sommet du villi et donc une sensibilité, une susceptibilité importante des villi à souffrir en situation d'ischémie. Et donc, ce qu'on observe en situation d'ischémie mésentérique, en fait, c'est d'abord en premier lieu une ischémie au niveau de la muqueuse, donc qui apparaît au niveau des villi avec une destruction, une disparition des villi et donc de leur fonction. Une étude essentielle sur la physiopathologie de l'ischémie mésentérique, c'est celle de Chiu qui date d'il y a plus de 50 ans, qui démontre bien l'urgence à la rapidité de la prise en charge. Donc, c'est un modèle d'ischémie mésentérique chez le chien. On a 3 groupes de 6 chiens où les auteurs ont calibré le débit dans l'artère mésentérique supérieure. À l'extrême, ils ont clampé l'artère mésentérique supérieure. Et puis, on a 2 autres groupes de chiens pour lesquels le débit est diminué et plus ou moins modulé dans cette diminution du débit. Et puis les auteurs ont réalisé des biopsies de l'intestin grêle sériées dans le temps et ils ont décrit les lésions histologiques observées. Ils ont proposé une classification de 0 à 5 qui réalise un continuum lésionnel et ils ont décrit en fait dans un premier temps une desquamation des entérocytes en fait en situation d'ischémie, l'apparition d'espaces sous-muqueux que vous voyez là sur la photo 1, et puis une disparition des villi, une exposition de la lamina propria, des dilatations capillaires qui permettent l'arrivée d'un afflux de cellules inflammatoires. Donc on a un infiltrat inflammatoire également. Et donc cette abrasion, vous voyez cette abrasion, in fine, là, cette abrasion de la muqueuse et une disparition des villi. Et le maître mot, c'est une rupture de la barrière épithéliale. Voilà. Donc, si on revient à l'expérience de Chiu, eh ben, sur la partie droite de la diapositive, vous observez deux résultats importants. Le premier, c'est que les lésions histologiques apparaissent très précocement, dans la demi-heure qui suit le début de l'expérience. Et puis la deuxième observation, c'est que ces lésions histologiques, elles sont d'autant plus sévères et rapides que le débit dans l'artère mésentérique supérieure est altéré. Donc c'est vraiment une urgence à la revascularisation, en tout cas pour l'ischémie mésentérique occlusive, au même titre que l'infarctus du myocarde, par exemple, pour sauver du tissu. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'on sait de la physiopathologie parce qu'on a un temps limité. Néanmoins, on a des modèles d'ischémie-reperfusion qui ont été développés chez l'homme et qui démontrent à nouveau, en fait, qu'en situation d'ischémie, nous avons une perte de la barrière épithéliale et tout ça est permis par, en fait, une disparition des protéines de jonction. Ici, vous voyez en immunofluorescence, en situation d'ischémie sur la partie B de la photo, en fait une discontinuité dans l'immunomarquage qui correspond à une disparition des protéines de jonction. Associé à cela, il y a une apoptose des entérocytes, un détachement des entérocytes dans la lumière du tube digestif, une disparition de la muqueuse et donc une perte de la barrière épithéliale. Cette perte de la barrière épithéliale, il faut le retenir, c'est ce qui aboutit en fait à une translocation bactérienne qui est suggérée par exemple par cette étude de David Grimaldi, où en post-arrêt cardiaque récupéré, il a dosé l'IFA-BP, qui est un marqueur d'ischémie digestive, et il a dosé également l'endotoxine. Et puis il observe une relative corrélation entre les taux d'endotoxine qui témoignent de la translocation bactérienne et puis les marqueurs d'ischémie, l'IFA-BP. Et puis, c'est ce qu'on observe aussi au niveau de la sémiologie radiologique. Cette perte de la barrière épithéliale, elle permet en fait la visualisation de bulles d'air dans la paroi du tube digestif, donc la pneumatose pariétale, c'est le nom de ce signe sémiologique, avec un aspect en collier de perles, comme décrivent les radiologues. Voilà.
C'est également probablement ce qui aboutit à l'aéroportie, hein, qui est un signe moins fréquent, mais vous voyez ici la présence d'air dans les espaces portes. Donc, perte de la barrière épithéliale. Le deuxième phénomène important, c'est la réaction inflammatoire déclenchée par ces débris cellulaires, cette interaction hôte pathogène. Et puis, en fait, tout ceci aboutit à ce que les cellules inflammatoires déclenchent un orage inflammatoire qui va aboutir à la propagation de défaillances d'organes, à l'apparition de défaillances d'organes extra-digestives à cause de cette inflammation. Donc schématiquement, en fait, la physiopathologie, c'est ça, précocement une atteinte des villi, disparition de la muqueuse, et au stade ultime, la nécrose transmurale. On considère qu'au stade précoce, il y a un potentiel de récupération permis notamment par la revascularisation. Et puis au stade de nécrose transmurale, on considère que c'est irréversible et qu'il faut un traitement chirurgical pour réséquer les segments nécrosés. Donc, on aborde l'ischémie mésentérique occlusive avec un cas clinique. C'est un patient qui se présente avec un tableau de douleur abdominale aiguë aux urgences. Il a 65 ans, des facteurs de risque cardiovasculaire. Il a, de façon associée à cette douleur abdominale, une diarrhée et puis une rectorragie. Il a ses paramètres vitaux, plutôt hypertendu. Néanmoins, vous n'êtes pas rassuré puisque vous voyez qu'il a des stigmates d'hypoperfusion tissulaire avec des marbrures au niveau des genoux, des extrémités fraîches, des bruits du cœur irréguliers qui correspondent à une fibrillation auriculaire à l'électrocardiogramme. Il a un examen abdominal qui est inquiétant, et puis une biologie qui retrouve une hyperleucocytose, une acidose lactique, une insuffisance rénale, et puis des marqueurs de lyse cellulaire, avec une cytolyse qui prédomine sur les azates, et puis une élévation des LDH. Donc, quel examen réalisez-vous? On est aux urgences avec un tableau d'abdomen aigu chirurgical et dans la liste des causes d'abdomen aigu chirurgical, vous évoquez l'ischémie mésentérique, vous réalisez un scanner injecté. Alors, en fait, vous réalisez un scanner non injecté et injecté au temps artériel et portal. Les trois temps sont importants. Ici, vous avez le temps artériel où vous visualisez une interruption du produit de contraste dans l'artère mésentérique supérieure. Ici, voilà, chez un patient par ailleurs très athéromateux. Voilà, donc le scanner confirme le diagnostic d'ischémie mésentérique et il faut connaître les autres signes d'ischémie mésentérique. On a visualisé l'occlusion d'un gros vaisseau, le plus souvent l'artère mésentérique supérieure. Vous pouvez également visualiser un défaut de rehaussement. Ici, un défaut de rehaussement au niveau de la flèche, hein, que vous pouvez comparer avec le rehaussement des anses duodénales à gauche. Ici, la pneumatose pariétale, on l'a évoqué. La dilatation des anses digestives et souvent leur amincissement également. Donc, la dilatation des anses digestives, le seuil retenu est de 25 mm. Hein. Au-delà de 25 mm, on considère que les anses sont dilatées. Et puis, ici, vous visualisez une aéroportie. À ne pas confondre avec l'aérobilie. Donc, l'aéroportie, c'est un signe assez spécifique, même très spécifique, mais assez peu sensible dans le diagnostic d'ischémie mésentérique. Donc, c'est très important pour les réanimateurs de connaître ces signes radiologiques d'ischémie mésentérique parce que parfois, eh bien, les discussions ne sont pas si simples avec les chirurgiens notamment. Donc, dans notre stratégie diagnostique sur l'ischémie mésentérique, la première question, c'est quand suspecter le diagnostic d'ischémie mésentérique. Pour les cas d'ischémie mésentérique occlusive, finalement, le tableau est assez caricatural. On retrouve des facteurs de risque cardiovasculaires ou une FA pour un facteur de risque embolique. Et puis le début, il est brutal avec un examen clinique qui retrouve un syndrome abdominal aigu. La biologie, elle est non spécifique, on va le voir. On peut retrouver une hyperleucocytose ou des stigmates de lyse cellulaire. La deuxième question qu'on se pose après avoir suspecté le diagnostic, c'est comment confirmer le diagnostic. Donc, on a évoqué le scanner. Et dans cette situation, dans ce contexte, le scanner est plutôt très performant. Donc, vous voyez ici différentes séries qui rapportent la performance diagnostique du scanner avec les chiffres de sensibilité et de spécificité. Et ces chiffres sont très bons, donc une bonne performance du scanner sans et avec injection de produits de contraste pour pouvoir visualiser l'interruption du flux dans un vaisseau et puis le rehaussement du tube digestif.
Donc ce scanner, il occupe une place centrale dans l'algorithme diagnostique et thérapeutique parce que il est performant et il permet d'évaluer les possibilités de revascularisation. Il est facilement disponible. Alors, je mettrai un bémol, c'est une notion que les gens n'ont pas forcément en tête. Le scanner ne vous permet pas de diagnostiquer la nécrose. Il vous permet de diagnostiquer une ischémie mésentérique, mais il ne vous dit pas s'il y a de la nécrose. Donc, comment diagnostiquer la présence de nécrose? Alors, pourquoi il faut la diagnostiquer? Parce que ça change la prise en charge. Ici, vous voyez la série de Beaujon, en fait, qui rapporte leur expérience. Sur 67 patients pris en charge pour ischémie mésentérique. La plupart, en fait, sont des cas d'occlusion macrovasculaire. 23 patients sur ces 67 avaient de la nécrose. La survie, elle est de quasiment 100% en l'absence de nécrose, alors qu'elle est de 65% en présence de nécrose. Donc on voit l'impact important de la nécrose sur la survie, sachant qu'une survie à 65% sur une série d'ischémie mésentérique, c'est quasiment du jamais vu. Donc, ils ont d'excellents chiffres de survie, peut-être parce qu'ils voient les patients très précocement. Et voilà. Donc, impact important de la présence de la nécrose digestive sur le pronostic. Donc, comment la diagnostiquer? Et bien justement, l'équipe de Beaujon propose un score prédictif, en fait. Ils ont réalisé un modèle de Cox sur la prédiction de la survenue de nécrose. Et ils ont individualisé en fait 3 paramètres, les défaillances d'organes, l'hyperlactatémie et la dilatation des anses digestives au scanner. Et en fonction de la présence ou non de ces 3 paramètres, vous avez la probabilité de survenue d'une nécrose. Ce qui aboutit aux conclusions suivantes. Si vous avez ces 3 paramètres, c'est quasiment certain que le patient a une nécrose digestive et donc il faut aller à la laparotomie. En l'absence de ces facteurs, vous pouvez avoir une attitude plus attentiste. Et entre les deux, vous avez une zone grise. Alors, c'est difficile de retenir ce score, pour la pratique clinique. Je pense qu'il faut en fait garder en tête des messages assez simples. En fait, si votre patient a des défaillances d'organes, une hyperlactatémie, très probablement il a la nécrose et il faut aller à la chirurgie. Donc l'algorithme de prise en charge qui est proposé actuellement pour les ischémies mésentériques occlusives, c'est celui-ci. Enfin, en tout cas, je m'étais inspiré des recommandations sur le sujet. Place centrale du scanner abdominal injecté, il vous permet le diagnostic et il permet d'étudier les possibilités de revascularisation. Si vous avez une thrombose veineuse, il n'y a pas de possibilité de geste endovasculaire pour revasculariser. Le traitement médical, c'est un traitement médical, en fait, c'est l'anticoagulation. En revanche, en cas d'occlusion artérielle, et en particulier de l'artère mésentérique supérieure, vous pouvez discuter avec les radiologues interventionnels pour une revascularisation endovasculaire. Mais le point important, c'est que si vous avez des défaillances d'organes ou des signes de péritonite ou une perforation au scanner, vous avez une indication à aller directement à la laparotomie, où là, on pourra éventuellement faire une revascularisation chirurgicale. Mais en tout cas, on pourra réaliser la résection des segments nécrosés, qui est, je le rappelle, irréversible. Voilà pour l'ischémie mésentérique occlusive. Donc les axes thérapeutiques, c'est ceux-là: anticoaguler et revasculariser l'artère mésentérique supérieure, réséquer les segments nécrosés, et puis évidemment optimiser la perfusion digestive par un remplissage vasculaire, et puis les vasopresseurs. Est-ce qu'il y a un intérêt à transférer le patient dans un stroke center, puisque ce sont des unités qui sont en train de se développer? Stroke Center intestinal, comme à Beaujon et je crois peut-être ailleurs actuellement en France. Pour l'instant, on n'a pas de données solides pour montrer une amélioration du pronostic. Ce qui est sûr, c'est que ça permet quand même d'avoir accès à un plateau technique et d'avoir accès à une expertise. Donc peut-être un intérêt pour les ischémies mésentériques par occlusion des gros vaisseaux si vous n'avez pas le plateau technique. Il a été proposé la décontamination urodigestive et les IPP. Le niveau de preuve est extrêmement faible, donc je ne pense qu'il ne faut pas le retenir à ce stade. Maintenant, on va parler d'ischémie mésentérique acquise en réanimation, où on l'a dit, l'autre, c'est un mécanisme différent, c'est un mécanisme non occlusif, le NOMI en anglais, non occlusive mésentérique ischémia. Alors,
finalement, on a des données qui sont assez récentes hein, sur le sujet. On a un peu plus de publications maintenant depuis une dizaine d'années. Donc déjà, qui fait l'ischémie mésentérique en réanimation? Eh bien, en fait, ce sont des patients qui ont été admis préalablement pour, par exemple, un choc septique. Ici, une série de cochins où on voit que l'ischémie mésentérique est une cause de décès précoce et une cause de décès après 3 jours. Voilà, donc patient admis pour un choc septique. Patient admis également en post-opératoire de chirurgie cardiaque où il y a eu un clampage aortique et une hypoperfusion du tube digestif. Ça, c'est la série de Besançon. Et puis, les patients admis en réanimation pour un arrêt cardiaque récupéré où l'incidence d'une OMI est établie autour de 5%. Et je vous passe toute la liste des séries rapportées. Hein. Il y a également des séries de patients dialysés chroniques ou des patients avec intoxication à la cocaïne. En tout cas, tout ça évoque en fait une hypoperfusion préalable du tube digestif et l'ischémie acquise en réanimation est une complication post-état de choc. Alors, deuxième enseignement de la littérature récente, c'est que c'est essentiellement un mécanisme